Bonjour, bienvenue au rendez-vous de Cap Amérique. À la une cette semaine, l'armée mexicaine qui intègre pour la première fois une milice d'autodéfense dans sa lutte contre les cartels. À suivre également les nouvelles manifestations au Brésil contre le coût de la vie. Et puis la visite d'État de François Hollande aux États-Unis conclue par une virée dans la Silicon Valley. Ils veulent terroriser les terroristes, ou plutôt carchériser les cartels. Ces habitants du Mexique qui n'en peuvent plus des narcotrafiquants ont décidé de s'unir en groupe d'autodéfense. Ils sont de plus en plus nombreux, au point que l'armée s'est même pour la première fois appuyée sur l'une de ces milices pour reprendre une ville au baron de la drogue. Ça se passe dans l'état du Michoacán et le récit est signé Julien Sauvager. Apatzingán. C'était l'un des fiefs du cartel des Chevaliers du Temple, mais ce dimanche, la ville a été reprise par 4000 hommes, des hommes de l'armée, mais surtout par des groupes d'autodéfense. Une alliance inédite. Nous voulons libérer l'Apatzingán du cartel des Chevaliers du Temple. Comme ça, ils ne pourront plus racketter la population. Nous voulons dire aux gens de ne pas avoir peur, de sortir et de soutenir les groupes d'autodéfense. De nous soutenir. Mais qui sont justement ces groupes d'autodéfense ? Cela fait 1 an qu'ils ont déclaré la guerre au cartel et les villages sont désormais placés sous leur protection. Le crépitement de la radio du commandant José prouve que les combats entre groupes d'autodéfense et cartels de la drogue sont encore très réguliers. On ne va pas pouvoir y aller. C'est à 2 heures d'ici. Pas de combat pour José et ses compagnons d'armes. Ils rentrent chez eux, à Tepalcatepec. Tepalcatepec, c'est la première ville à s'être soulevée. Les habitants ont pris les armes pour chasser les narcotrafiquants. Ils ont même demandé au maire de la ville d'aller voir ailleurs, accusé de complicité. Raquette généralisée, crime en tout genre pendant 10 ans. Les gens ici ont vécu l'enfer. Terrorisés par 16 hommes. Dans cette vidéo, on voit l'un des leaders, la Tuta, au milieu de ces hommes de main. Ce sont eux, les fameux chevaliers du temple. Leurs visages sont connus, leurs têtes mises à prix depuis longtemps. Ils n'ont pourtant jamais cessé de faire régner la terreur parmi la population depuis le début des années 2000. Lassés d'attendre une réaction des autorités, les citoyens ont donc pris les armes pour se battre. Sur ces images, on les voit en plein affrontement contre les narcotrafiquants. Une guerre mexicaine d'un genre nouveau. Et ça marche. En quelques mois, les groupes d'autodéfense ont déjà récupéré tous ces territoires en rouge sur la carte, autrefois aux mains des narcotrafiquants. Il serait 20 000 regroupés dans ces milices citoyennes, une multitude d'armées privées qui inquiètent l'État mexicain. À Antunias, l'une des villes libérées depuis peu de temps, Papa Pitufo, une des figures du mouvement, a convoqué la presse pour montrer le butin de leur dernière opération contre le cartel. À côté de cette épée, on a trouvé un arsenal, 50 fusils d'assaut. Ces armes ont déjà été redistribuées aux groupes d'autodéfense. Au départ, ils avaient juste de vieux fusils donnés par la population. Ils sont désormais presque aussi bien armés que leurs ennemis. Face à cette situation, le gouvernement a décidé de réagir en envoyant des renforts de l'armée. Mais pour autant, les groupes d'autodéfense refusent de rendre les armes tant que les cartels sont encore actifs. Le gouvernement a donc opté pour une nouvelle option, celle d'intégrer peu à peu ces milices dans l'armée. Ensemble, nous surmonterons la faiblesse institutionnelle et la détérioration sociale qui ont nourri l'insécurité dans plusieurs régions du territoire national. Mais l'équation n'est pas si facile. Certains ont été armés par des cartels concurrents à celui du Michoacán. Le défi pour le gouvernement est donc de réussir à gérer et surtout contrôler ces groupes qui échappent pour l'instant à son autorité. Au Brésil, une nouvelle manifestation contre la vie chère vire au drame. À Rio, où un caméraman est mort frappé par un feu d'artifice lancé en direction de la police. Un débordement qui témoigne de l'exaspération d'une partie de la population. Elle fait craindre à 4 mois de la Coupe du Monde une reprise du mouvement social de l'été dernier. Vous voyez ce reportage sur place de nos correspondants Nicolas Rançon et Fred Garder. C'est au pied de la gare centrale de Rio de Janeiro qu'ils sont venus exprimer leur ras-le-bol. Depuis samedi, prendre le bus à Rio coûte 3 réals, soit 1 euro. Rapporté au salaire minimum du pays, les transports de Rio de Janeiro sont parmi les plus chers au monde. Mais il n'y a pas que cela. Les politiques sont des voleurs, vraiment, on n'en peut plus. Corruption, santé, éducation,
Pour ce groupe d'enseignants, il ne faut pas avoir peur de descendre dans la rue. Vous voyez cela? C'est de l'intimidation. Ils veulent nous faire peur. On arrive ici et on tombe face à eux, face à tous ces policiers. Le gouvernement veut nous faire taire. Ils veulent nous impressionner pour que les personnes renoncent et s'en aillent sans se battre pour défendre leurs droits. Alors que les manifestants battent le pavé, des milliers de travailleurs rentrent chez eux. Quotidiennement, ils affrontent ces interminables files. Aujourd'hui, c'est super. Je ne suis là que depuis 1 heure. D'habitude, j'attends dans cette file plus de 2 heures. Le peuple doit retourner dans la rue pour faire bouger les choses. Sinon, bientôt, on n'aura plus de travail parce qu'on ne travaillera que pour payer notre bus. Mais tous le disent, les dernières violences durant les manifestations ont décrédibilisé le mouvement. Si c'est calme, s'il n'y a pas de fauteurs de troubles, un défilé pacifique, pas de problème, on ira. Mais pour revendiquer à nos droits, juste ça. Pas d'incident cette fois, car les manifestants le savent. À 4 mois de la Coupe du Monde, c'est en agissant sans violence que le mouvement populaire se renforcera. Les écoutes du renseignement américain sur ses alliés occidentaux, la volte-face de la Maison-Blanche sur les frappes contre la Syrie. Il fallait bien, François Hollande, une visite d'État pour dissiper les malentendus avec Washington. Un privilège rare accordé à seulement 4 dirigeants avant lui par Barack Obama. Et un niveau de protocole que n'avait plus connu président français depuis Jacques Chirac, c'était il y a près de 20 ans. Alors tous les symboles ont été mobilisés pour l'occasion, du pèlerinage au domaine de Thomas Jefferson à bord d'Air Force One, au recueillement devant le cimetière militaire d'Arlington, en passant par le dîner d'État à 300 couverts, conclu par la chanteuse Mary J. Blige, interprétant « Ne me quitte pas » en français dans le texte. Pas un nuage n'est venu ternir cette lune de miel franco-américaine. Et pour conclure son périple, François Hollande se rend comme François Mitterrand en son temps en Californie, dans la Silicon Valley. Le temple des nouvelles technologies et des start-up américaines accueille aussi de nombreux entrepreneurs français. Il serait 50 000 à travailler sur place. Nos correspondants en Californie, Valérie Defer et Sébastien Joigna, sont allés à leur rencontre. Julien, 30 ans, est arrivé à San Francisco il y a quelques jours. Son objectif, faire fortune avec un site internet. Holidoc, c'est Airbnb pour chiens qui permet en fait de facilement trouver un pet sitter pour faire garder son animal quand vous partez en vacances. Il a bien essayé de développer sa start-up en France, mais le manque d'investisseurs l'a poussé à émigrer. Les investisseurs français disent « Ok, le marché est trop petit en France, il faut voir plus grand », mais quand je leur dis « Je vois plus grand », c'est trop risqué. Mais c'est pas en France qu'on arrive à trouver cet argent, c'est quand même incroyable que c'est les Américains qui nous financent. Donc, Julien s'est installé dans un incubateur où, en échange de parts de sa société, on lui apporte une aide financière. Mais son mentor l'a mis en garde. Beaucoup de fonds américains hésitent avant d'investir dans une société française. Nous percevons le marché français comme étant très intéressant d'un point de vue de consommateur, mais c'est un marché qui reste très difficile à pénétrer. Il y a beaucoup de friction, donc c'est dur d'y créer des entreprises. Les startups se tournent aussi vers des business angels ou des fonds de capital risque comme celui de Jeff Clavier. Il est l'investisseur français le plus sollicité de la vallée. Je brûle des calories en faisant des emails. Il a levé 170 millions de dollars et a déjà investi dans plus de 140 startups. Le nombre de boîtes qui se plantent sur une centaine de boîtes fundées, ça va être plus proche de 70-80. Oui. Plus de 50 000 Français travaillent dans la baie de San Francisco. Beaucoup d'ingénieurs sont embauchés chez les géants du secteur comme Google, Facebook ou ici PayPal. David Marcus y est comme chez lui. C'est un sauna ici. Il y a 6 ans, il a revendu sa petite start-up au géant américain du paiement en ligne pour 240 millions de dollars. Aujourd'hui, il est le président de PayPal. Si on a la rage au ventre et l'envie de gagner et les capacités de travail, de rebondir, donc si vous avez tous ces attributs, il faut absolument venir, bien sûr. Un avis partagé par Carlos Diaz, un chef d'entreprise français installé depuis 6 ans à San Francisco. Un défenseur du PSG, là, qui est content parce qu'ils ont gagné aujourd'hui. Carlos va rencontrer François Hollande lors de sa visite à San Francisco. Et il espère que le président français va s'inspirer du modèle de la Silicon Valley. Il a envie de vendre ce pacte de responsabilité, pas simplement aux entreprises françaises, mais aussi aux géants américains et aussi aux entrepreneurs français, parce qu'il sait très bien que c'est de là que viennent les emplois.
Redorer l'image de la France dans la Silicon Valley et rassurer les entrepreneurs français, la partie s'annonce serrée pour François Hollande. C'est peut-être la future star du football américain. Le joueur Michael Sam est en tout cas devenu le premier de sa discipline à révéler son homosexualité. Un coming out inhabituel pour un sportif en devenir. Il évolue jusqu'ici dans le championnat étudiant et espère que cette annonce ne portera pas préjudice à sa carrière. Vanessa Abba. Il est l'un des plus grands espoirs du football américain, le défenseur de l'équipe universitaire du Missouri. Michael Sam, 24 ans, a convoqué la presse. Avant de passer joueur professionnel, il avait une révélation à faire. Je suis venu dire au monde entier que je suis homosexuel et que j'en suis fier. Qu'est-ce que ça fait de dire ça au monde entier? C'est un fardeau en moins sur mes épaules. J'ai fait mon coming out au sein de mon équipe en août dernier. Mes coéquipiers l'ont vraiment bien pris, ils m'ont entouré, ils m'ont soutenu. Je n'aurais pas pu demander plus. Le joueur a très vite reçu le soutien de son entraîneur. C'est une étape importante et positive. Et je suis très fier de Michael pour le courage qu'il a eu de faire ça. Mêmes applaudissements du côté de la NFL, la National Football League. C'est au sein de l'un des clubs de cette ligue que Michael espère être drafté la saison prochaine. Mais dans le milieu, certains sont sceptiques et craignent que cette révélation ne lui porte préjudice. L'homosexualité reste un tabou dans le sport. Le joueur de NBA, Jason Collins, avait lui aussi fait son coming out en avril 2013. Hors contrat au moment de cette annonce, l'ex-pivot n'a plus reçu de proposition. Il a été le premier joueur d'un sport majeur aux États-Unis à révéler son homosexualité. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de Cap Amérique. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez avec nous. L'info continue sur France 24.